Le 2 août 2000, 2 hommes étaient au sommet du K2 surnommé la montagne sauvage par les alpinistes. L'un d'eux serait mort en quelques heures, l'autre raconterait au monde ce qui s'est passé. 2 amis se tenaient là où peu d'humains sont jamais allés. À la tombée de la nuit, l'un aurait disparu. L'autre raconterait une histoire que le monde croirait pendant des années, une histoire qui n'était pas vraie. Parce qu'ici, la vérité meurt plus lentement que les gens. Mais des années plus tard, de nouvelles preuves ont suggéré quelque chose de bien plus sombre. La vérité sur le K2 ce jour-là pourrait être très différente de ce que Marco a raconté. Un héros est-il mort en sauvant des vies ou un survivant a-t-il menti sur les faits? Voici l'histoire de l'alpiniste du K2 qui a menti sur la mort de son ami et du secret qui hante la montagne depuis ce jour. Bienvenue dans l'extrême. Marco Confortola aimait dire qu'il était né dans les montagnes, que l'air raréfié de Valfurva, en Italie, était la première chose qu'il avait respirée. Honnêtement, cette histoire lui convenait parfaitement. L'image d'un garçon élevé parmi les glaciers, destiné au sommet, était une histoire que les journaux adoraient. Il a grandi en regardant son père faire des nœuds et lire la neige rouge comme d'autres lisent des livres. Le métier de guide était dans le sang de la famille. Et à l'adolescence, Marco était déterminé à suivre les traces de son père. Plus tard, il se vanterait d'être devenu guide de montagne certifié à 18 ans, l'un des plus jeunes à obtenir le précieux badge Union internationale des associations de guides de montagne, Union internationale des associations de guides de montagne. Obtenir ce badge était difficile. Les candidats passaient des journées d'épreuves éprouvantes dans les Alpes. Ils s'entraînaient aux sauvetages en crevasses, aux tempêtes de neige, faisaient des exercices de navigation en visibilité nulle et restaient dans des bivouacs sur des arêtes exposées. La plupart revenaient avec les doigts gelés et le regard hanté. D'autres échouaient lamentablement. Et lorsque Marco s'en est sorti, il a réussi avec une marge si mince que même ses instructeurs ont été surpris. Cette victoire étroite est devenue le fondement d'une légende. À la vingtaine, il avait rejoint le service de secours alpin de Lombardie. Ce sont les hommes qui montent quand tout le monde redescend. Ceux qui grimpent vers la catastrophe. C'était un travail très difficile, le genre de travail où l'on arrive trop tard à l'avalanche, où la victoire consiste à ramener un corps intact. Marco disait avoir escaladé le Grand Zébru près de 300 fois, connaissant chaque fissure par son nom. Les chiffres semblaient impossibles, mais ici, personne ne protestait ouvertement. Selon certaines rumeurs, il incluait les sauvetages en hélicoptère dans ses ascensions, mais Marco n'y prêtait aucune attention. Il a continué à forger son identité là-bas, dans la répétition et le risque. Les Alpes étaient vite devenues trop familières et sans doute trop petites pour Marco. Le grand drame de la vie en haute altitude se jouait ailleurs, dans l'Himalaya, et il savait qu'il devait partager ses sensations fortes. Au début des années 2000, Marco a commencé des expéditions en haute altitude dans l'Himalaya. Mais aucune d'entre elles n'a fait la une des journaux, contrairement à son annonce de gravir l'Everest en 2004, petit détour dans ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder à des vidéos exclusives, du contenu en avant-première et participer à nos sondages. Rejoignez-nous sur Patreon, à bientôt Marco. L'ascension de l'Everest par Confortola a débuté sur le plateau tibétain déjà à plus de 17 000 pieds, une altitude écrasante pour les poumons. Le premier obstacle majeur était le North Col, un mur de glace s'élevant à environ 23 300 pieds. Ici, Marco et son équipe plantaient tous leurs crampons dans la glace bleue, montant des cordes fixes le long de cette paroi de 1000 pieds au Nachi. Tout cela en étant exposé à la menace constante d'effondrement de glace venant d'en haut. Une fois au-dessus du col, la véritable épreuve commençait sur l'arête nord-est. Alors qu'il poursuivait son ascension au-delà du camp, un Marco aurait passé des heures à naviguer sur cette arête rocheuse, progressant du camp 2 à environ 7550 mètres vers les célèbres 3 ressauts situés entre 8380 et 8535 mètres. Sur le deuxième ressaut, il y a une falaise rocheuse verticale haute de près de 30 mètres à environ 8590 mètres. C'est ici que la célèbre échelle chinoise est installée. Imaginez-vous hisser votre corps épuisé, sans oxygène, sur une échelle quasi verticale à l'altitude des avions à réaction. L'effort physique et mental requis est presque inimaginable. Après avoir franchi la 3e marche, le dernier défi était l'arête sommitale elle-même. C'est une longue traversée trompeuse qui semble ne jamais finir au-dessus de 8700 mètres naissants. Chaque pas dans l'air raréfié exige une immense volonté. Lorsque Marco s'est finalement tenu au sommet à 8848 mètres, il avait accompli un exploit remarquable. Le principal danger au nord est le temps passé dans la zone de la mort.
Descendre la deuxième marche avec une corde doublée fixée plus haut, enroulée autour du corps, est encore plus technique que de la montée. La fatigue, la déshydratation et l'hypoxie s'installent, transformant les tâches simples en lutte entre la vie et la mort. Lorsqu'il est rentré en Italie, les journaux ont raconté son histoire avec fierté, mais Marco n'en avait pas fini. Il a affirmé l'avoir fait sans oxygène supplémentaire, ce qui a suscité des doutes chez les alpinistes. Aucun témoin indépendant ni photo ne prouvait ainsi son arrivée au sommet. Certains de ceux qui avaient partagé le camp de base ont dit qu'il avait l'air beaucoup trop en forme après, pour un homme qui était monté sans oxygène. Marco n'a jamais répondu, mais 2 ans plus tard, en 2006, il s'est rendu à l'Annapurna où il a rejoint Silvio Mondinelli. C'était une étape dans sa quête des 14 sommets de 26 000 pieds. Quand Marco raconte l'histoire de son ascension de l'Annapurna, il parle de l'aspect épique de cette ascension, à travers les chutes de pierres et l'épuisement physique, et comment lui et Silvio ont atteint le sommet ensemble. Mais, comme le rappelèrent certains alpinistes italiens, les détails ne coïncidaient jamais vraiment. D'après les notes de l'expédition, le duo s'est arrêté à un sommet secondaire à 40 minutes sous le vrai sommet. Alors que Silvio a continué seul, Marco était trop fatigué pour poursuivre et avait attendu en arrière. Mais quand l'histoire leur est parvenue, ce détail avait disparu du récit de Marco. Il racontait l'histoire encore et encore, les yeux dans le vague, comme s'il regardait un film que lui seul pouvait voir. En 2008, Marco est arrivé au pied du K2, un sommet de sa liste des 14 de 8000 mètres qu'il devait encore gravir. Il n'avait aucune idée de la façon dont son destin allait s'entremêler avec celui d'un ingénieur. Gerald McDonnell, les ingénieurs travaillent souvent dans des centres de recherche, entreprises ou cabinets de conseil. Que faisait cet ingénieur en haute altitude ? À 27 ans, l'ingénieur irlandais Gerald McDonnell a quitté son pays pour s'installer en Alaska. Ger, surnommé ainsi par ses amis, affirmait être parti en Alaska en 1998 pour de meilleures opportunités professionnelles. Pourtant, à cette époque, l'Irlande connaissait ce qu'on appelait le boom du tigre celtique. Une période de croissance économique rapide en Irlande qui a transformé le pays, passant d'un des États les plus pauvres d'Europe à l'un des plus riches. En réalité, ce sont les sommets de l'Alaska qui l'attiraient vraiment. Au cours des 5 années suivantes, Jérôme était passé du citadin modèle qui n'avait jamais gravi une montagne à un alpiniste très expérimenté qui avait déjà les yeux rivés sur le mont Everest. Le changement le plus frappant chez Jérôme, c'était la barbe. Ce n'était plus la barbe soigneusement taillée d'un citadin, mais une pousse sauvage et épaisse qui couvrait sa mâchoire et ses joues. C'est justement cette barbe, associée à une profonde bonté, qui ne quittait jamais ses yeux, qui a poussé ses compagnons d'escalade à le surnommer Jésus. En 2003, il a participé à une expédition irlandaise vers le sommet de l'Everest. Parmi son équipe se trouvait son compagnon d'escalade Mick Murphy. Après ces années de pratique dans la chaîne de l'Alaska, Jer était prêt pour les chaînes de l'Himalaya. L'ascension était une expédition classique de l'Everest par la voie du col sud au Népal. L'équipe a dû passer par un long processus d'acclimatation progressive pour permettre à leur corps de fonctionner dans l'air appauvri en oxygène au-dessus de 8000 mètres, une zone connue sous le nom de « zone de la mort ». Le tribut physique que cela impose aux alpinistes peut être énorme. Selon Jarret, il a beaucoup souffert, affrontant l'air raréfié et le froid brutal de la montagne. Malgré l'épreuve, l'esprit de Jarret a brillé. Quand certains se seraient repliés ou focalisés sur leur but, Jarret est devenu le cœur de l'expédition. C'était lui qui détendait l'atmosphère dans un camp tendu, et s'il ne racontait pas une histoire, il enchantait le camp avec sa musique. Qu'est-ce qui a rendu son succès si remarquable ? Ce n'est pas seulement qu'il ait atteint le sommet le 26 mai 2003, mais aussi la façon dont il l'a fait et ce que cela signifiait pour lui. Son sommet fut une épreuve d'endurance brutale. Après une ultime ascension depuis le camp du South Col, Jer et son équipe ont réussi. Il s'est tenu au sommet du monde admirant une vue rare. Pour un homme réfléchi comme Jarret, le sommet signifiait bien plus qu'une simple étape. Tandis que d'autres ressentèrent la victoire, Jer était surtout reconnaissant envers ceux qui l'avaient aidé. Les grimpeurs Sherpas. C'était une perspective rare dans un monde où les sommets étaient considérés comme des victoires personnelles. Mais c'était le genre d'homme que Jer était. Comme toujours, la descente était une lutte contre l'épuisement. Mais Jer est revenu sain et sauf au camp de base. En tant qu'Everester, il appartenait maintenant à l'un des clubs les plus exclusifs du monde. Pourtant, ce n'était pas le certificat ni le titre qu'il chérissait le plus. Il est revenu avec une foi dans le travail d'équipe, un respect pour la montagne et la certitude de pouvoir agir aux limites de l'endurance humaine.
L'Everest était la confirmation, cela répondait à la question de savoir s'il avait la force physique et mentale pour les plus hauts sommets. Mais ce faisant, cela en soulevait inévitablement une autre, plus dangereuse. Quelle est la prochaine étape? En 2000, Sis Jérôme a gravi le Broad Peak, atteignant le sommet avant les autres membres de l'équipe. Mais ce n'était qu'un échauffement pour lui. Son objectif principal était le K2, alors dès qu'il est descendu du K2, Jérôme s'est rendu au camp de base du K2. Qu'est-ce qui a attiré Jérôme vers le K2? Pourquoi un homme ayant déjà atteint l'Everest risquerait-il tout pour ce sommet précis? Eh bien, pour Gérald, le K2 était l'épreuve ultime. Pour chaque groupe de 4 ayant atteint le sommet, une personne est décédée en tentant. Cette statistique montre à quel point il peut être difficile d'escalader cette montagne sauvage. Les alpinistes affrontent une météo imprévisible et le danger constant de chute de glace et de rochers. C'est aussi tellement complexe qu'un seul faux pas pourrait être fatal. Il était maintenant si haut sur la montagne, respirant l'air raréfié qui accompagne l'altitude extrême. Quand quelque chose de terrible s'est produit, un gros rocher est tombé de la montagne à toute vitesse. Gérald, comment un alpiniste peut-il se préparer à l'imprévisible? Il porte ses équipements de protection et tout le matériel nécessaire. Jar était entièrement protégé avec un casque d'escalade. En voyant le rocher foncer sur lui, il savait que la force allait lui faire mal. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que son casque minimiserait les dégâts. Quand le rocher a finalement frappé Jar, il n'a pas seulement écrasé son casque. Il a percuté directement son crâne, le laissant instantanément immobilisé à une altitude extrême. Avec une grave blessure à la tête, Jar avait besoin d'un hôpital dans l'heure, sinon il allait mourir. Mick, Murphy et Benjo Bannon, coéquipiers de Jar, avaient assisté à toute la scène tragique. À ce moment, ils sont devenus la seule chance de survie de Jar. Au début, ils ont essayé de l'aider à descendre, mais descendre tout seul est déjà assez difficile. Sur le K2, le temps pressait et il est vite devenu évident qu'ils avaient là besoin d'un hélicoptère. Les évacuations en hélicoptère sont très risquées à cette altitude. Mais, les mains tremblantes, ils ont immédiatement appelé du renfort. Bientôt, le bruit des pales d'hélicoptère a envahi l'environnement. Contre toute attente, Jair a été évacué de la montagne et conduit d'urgence à l'hôpital où il a reçu des soins immédiats. La guérison physique a duré des semaines, d'abord au Pakistan puis en Alaska. Qu'en est-il de l'impact psychologique? Pour beaucoup, une telle expérience mettrait fin au rêve. Encore une fois, Jair a montré sa pensée différente. Il a dit à son compagnon d'escalade, Alan Arnett, que l'accident ne l'avait pas brisé, mais au contraire, l'avait motivé. Il avait hâte d'y retourner à nouveau. Alors, était-ce la preuve de la résilience d'un alpiniste ou le début d'une obsession fatale? À peine 2 ans plus tard, Jair se retrouvait à nouveau face à la montagne qui avait autrefois brisé son corps. Son esprit, cependant, restait élevé. Il n'était pas question pour lui de reculer tant qu'il n'aurait pas atteint le sommet. En 2008, plusieurs équipes internationales étaient présentes sur la montagne. Néerlandaises, sud-coréennes, norvégiennes, ainsi que des alpinistes indépendants comme l'italien Marco Confortola. Les équipes ont accepté de coopérer pour installer des cordes assurant une ascension sécurisée. C'est durant les longues périodes d'acclimatation et d'attente d'une bonne météo que Jar McDonnell et Marco Confortola se sont rencontrés et liés d'amitié. Pendant un court instant, 2 hommes très différents se sont retrouvés encordés sur le même chemin. La vie en altitude est très difficile, et la présence positive et réconfortante de Jar faisait vraiment la différence. L'ascension finale a commencé le 1er août 2008. Des dizaines de personnes se précipitaient avec leur équipement et vérifiaient les cordes fixes jusqu'à ce que quelqu'un remarque une anomalie. Les cordes n'étaient pas fixées. Cela a entraîné un embouteillage mortel de grimpeurs contraints d'attendre tandis que les précieuses heures de lumière du jour disparaissaient. Un à un, ils montaient lentement, semblant une file de lucioles sur la colline vue du ciel. C'est ici que Jar est remonté dans son propre passé. 2 ans plus tôt, cette même glace avait été teintée de son propre sang. Ses crampons mordant la pente, ressentait-il une angoisse froide sans lien avec la température? Le frottement de la glace sur la corde annonçait-il chaque fois une avalanche? Dans son esprit, son cœur battait-il un rythme familier contre ses côtes, au souvenir de son corps déchiré et brisé? Eh bien, si c'était vrai, Jar ne le montra pas. Marco ne se souvient que d'un homme toujours souriant, plus préoccupé par le bien-être des autres grimpeurs. Finalement, ce vendredi soir, le 1er août 2008, Marco Confortola et Jar McDonnell se sont tous deux tenus au sommet du K2.
Pour Marco, alpiniste chevronné, c'était un ajout majeur à ses nombreuses réalisations, une étape essentielle pour tout guide et alpiniste professionnel. Mais pour Jard, c'était une victoire personnelle profonde, la confirmation qu'il pouvait vaincre la montagne sur laquelle il avait failli mourir. Ils ont souri pour des photos, fatigués, devant leurs appareils, mais la célébration a vite été interrompue. La nuit commençait déjà à tomber et un vent froid menaçant s'est mis à mordre leur peau exposée. Et à chaque seconde passée à célébrer, l'air précieux dans leur bouteille d'oxygène continuait de s'épuiser. Ils devaient partir. C'est lors de la descente que la situation est devenue dangereuse. Dans la zone instable, appelée goulot d'étranglement, un énorme bloc de glace aussi grand qu'un immeuble s'est soudainement effondré. La chute de glace a emporté des alpinistes et pire, sectionné les cordes fixes, seule sécurité pour ceux restés au-dessus. Cela a laissé au moins 17 alpinistes bloqués, dont Jair et Marco. Ils avaient à peine progressé dans leur descente, les cordes fixes avaient disparu et il faisait trop sombre pour tenter une réparation. Il n'y avait qu'un seul choix. Ils devaient attendre le lever du jour et cela signifiait passer une nuit à plus de 8500 mètres sans abri. Là, en plein air, Marco a désespérément creusé 2 petits trous dans la neige pour que lui et Jair puissent également camper pour la nuit. Ils sont restés là avec l'espoir qu'au lever du jour, leurs membres ne seraient pas trop gelés pour fonctionner. Le lendemain matin, les 2 hommes sont sortis de leur trou, épuisés et engourdis par le froid, mais profondément reconnaissants d'avoir survécu à la nuit. Le pire était arrivé. Qu'est-ce qui pouvait encore mal tourner ? Alors qu'ils luttaient pour descendre, ils aperçurent un enchevêtrement de cordes juste en dessous. 3 hommes y étaient prisonniers. C'étaient les alpinistes coréens Kyogyung, Kim, Jumik Boat et Pesong Boat. La scène était cruelle. Certains étaient suspendus la tête en bas, leurs sacs lourds les tirant dans des positions inversées et leurs membres étaient emmêlés dans les cordes. Au moins 2 d'entre eux ne bougeaient plus, leur corps figé par le froid et l'air raréfié. Pire encore, ils n'étaient pas sur une corniche sûre, mais sur une traversée raide. Un faux pas ici aurait fait chuter quelqu'un sur des milliers de mètres le long du goulet. Jard McDonnell et Marco Confortola se sont arrêtés après avoir survécu à une nuit dans la zone de la mort. Leur propre survie dépendait d'une descente rapide. Pourtant, ils ne pouvaient pas passer sans s'arrêter. Jair et Marco ont travaillé dur 3 heures pour libérer les hommes. Leurs doigts gelés s'embrouillaient dans les nœuds et leurs piolets frappaient les cordes gelées. Ils ont tiré et poussé, essayant de libérer les hommes inconscients. Pourtant, malgré tous leurs efforts, ceci semblait inutile. Et c'est ici que l'histoire entre dans son chapitre moralement contesté. À ce moment-là, Marco était complètement épuisé et avait atteint sa limite. Il regarda son ami Jair qui essayait encore désespérément de sauver les hommes. Mais pour Marco, les alpinistes piégés étaient au-delà de tout espoir de sauvetage. Et s'il restait, il avait peur de finir comme eux. Marco et Jair ont convenu qu'ils descendraient ensemble. C'était le plan. Ils avaient tout tenté. Il fallait se sauver. Mais quand Marco descendit la pente, Jair ne le suivit pas. Au début, Marco pensait que son ami était juste derrière lui. Le brouillard était épais, la visibilité mauvaise et leur contact radio s'estompait. Mais, en se retournant, Jair avait disparu toujours là-haut près des corps, dans les cordes. C'était la dernière fois que Marco le vit vivant. Quelques heures après, il atteignit seul la partie basse de l'étranglement. Il manquait d'oxygène, avait les pieds gelés et chaque pas lui semblait marcher sur des couteaux. Il a à peine réussi à atteindre le camp 4 où les secouristes l'ont retrouvé plus tard, gelé et délirant. Quand les journalistes y sont arrivés, il leur a raconté une histoire. Selon Marco, Jard avait fait un choix noble. Il est mort en restant pour aider 3 alpinistes piégés. Le récit s'est rapidement répandu. L'Irlandais qui s'est sacrifié pour sauver les autres. C'était beau, tragique et a fait la une mondiale. Mais dans les jours suivants, d'autres versions de l'histoire sont apparues, différentes de celles de Marco. Des alpinistes au camp inférieur ont affirmé avoir vu Jard vivant après l'heure indiquée par Marco pour sa mort. Certains ont affirmé que Jard avait aidé les alpinistes blessés après la descente de Marco et qu'un second effondrement du Siroc l'avait emporté ensuite. L'histoire commence à se fissurer. Plus tard, Marco a donné des réponses différentes en expliquant ce qui s'était passé. Lors d'une interview, il a dit que Jair était tombé et dans une autre, qu'il était resté figé. Il a aussi affirmé ne jamais avoir revu Jair après le premier effondrement. Son ton changeait selon la personne qui posait la question et chaque récit laissait de nouveaux vides. Mais lorsque les caméras ont commencé à tourner, la version des faits de Marco a commencé à se figer en autre chose, une histoire avec laquelle il pouvait vivre.
Lors de sa conférence de presse à l'aéroport de Milan, Marco Confortola a dit aux journalistes être resté 3 à 4 heures pour tenter d'aider les alpinistes coréens piégés. Il a déclaré « Cela venait simplement de mon cœur. Ensuite, j'en ai subi les conséquences. » Mais la caméra que J.R. McDonnell avait donnée à Pemba Gyalje Sherpa avant l'ascension racontait une autre histoire. Les photos sont ensuite devenues des preuves clés suggérant que c'était J.R. et non Marco qui était resté pour aider. Même les journaux de sauvetage contredisaient ce que Marco affirmait alors qu'il annonçait au monde que J.R. était déjà mort. Les données satellites et les témoignages d'autres alpinistes suggéraient que Jair était encore en vie pendant des heures, aidant peut-être d'autres personnes pendant que Marco descendait. Pourquoi l'histoire de Marco changeait-elle sans cesse? Le traumatisme obscurcissait-il sa mémoire ou cherchait-il à contrôler le récit avant que la vérité ne le rattrape? La pression qu'il a subie est facile à imaginer, étant le seul guide professionnel survivant ce jour-là. Les questions se tourneraient naturellement vers lui. Avait-il abandonné son ami pour se sauver lui-même? Ou croyait-il vraiment que Jair était mort? Ces questions n'ont jamais trouvé de réponse. Même dans l'article réfléchi de Can Moriarty, le ton est prudent, respectueux de l'héritage de Jair, mais conscient du caractère vague et contradictoire des déclarations de Marco. Moriarty ne l'accuse jamais directement. Mais le fait qu'il inclut des rapports critiquant les alpinistes pour avoir déclaré d'autres morts de trop tôt semble ciblé. Ce que nous savons avec certitude. J.R. McDonnell a été vu vivant pour la dernière fois près des alpinistes tombés, tentant d'aider avant qu'un autre siroc ne s'effondre. Son corps a été retrouvé plus haut sur la pente que prévu, preuve qu'il était resté en arrière et non qu'il était tombé. La question demeure donc, Marco ignorait-il vraiment ce qui était arrivé à son ami? A-t-il préféré se taire plutôt qu'affronter une vérité insupportable? Que, dans le chaos du K2, il est descendu tandis que Jair est resté pour mourir. Quoi qu'il en soit, un seul est redescendu. Et depuis ce jour, l'histoire de Marco n'a jamais vraiment correspondu au silence de la montagne. Que crois-tu qu'il est arrivé à J.R. ce jour-là? Et pourquoi les souvenirs de Marco différaient-ils? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.